stepping like we three-footed. Got me feeling like I'm in my new prime. Let's get it all right, all right. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. Have some fun. Have some fun tonight. Bonjour et bienvenue dans le jour d'après du monde de la formation et de l'éducation, une émission qui a l'ambition de vous faire découvrir ce que vivent et pensent les acteurs du monde de l'éducation et de la formation, ce qu'ils vivent en ce moment en pleine période de crise sanitaire. Vous allez découvrir les grands enjeux du secteur et cette émission a également l'ambition de tracer quelques perspectives d'avenir, de quoi sera fait notre futur. Alors, aujourd'hui, focus sur l'enseignement supérieur avec les grandes écoles. Pour cela, nous accueillons trois invités, trois grands témoins, trois membres de la conférence des grandes écoles. Je vous rappelle, la conférence des grandes écoles, c'est 230 écoles d'enseignement supérieur public et privé en France, avec de nombreuses écoles d'ingénieurs, des écoles de management, et il y a plein d'autres spécialités. Ça va jusqu'aux écoles vétérinaires. Alors, pour découvrir les invités, il faut que je les présente. Il y a tout d'abord Laurent Champanet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la conférence des grandes écoles, vous êtes président de la commission Amont, c'est la commission qui s'occupe des futurs étudiants. Vous êtes également directeur général d'arts et métiers. En deux mots, les missions de la conférence des grandes écoles, c'est quoi? Vous êtes une instance de représentation, think tank? Exactement, donc on est un petit peu les deux. On représente les grandes écoles auprès de l'État, on fait du lobbying auprès du pouvoir public pour elles. On est aussi un think tank, c'est-à-dire qu'on édite de la documentation qui peut leur servir pour améliorer leur fonctionnement. Et on est aussi une instance d'accréditation sur certains types de formations très spécifiques qui leur permettent d'être plus performantes. Donc l'instance qui représente en tout cas 230 écoles, donc c'est une référence dans le monde de l'éducation. Autre invité, Alice Guillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la CGE, vous êtes présidente du chapitre des écoles de management de la CGE et directrice générale de Schema Business School. En deux mots, c'est quoi le chapitre des écoles de management ? Eh bien, à l'intérieur de la conférence des grandes écoles, nous regroupons 39 écoles dites de management et qui ont pour vocation de partager des bonnes pratiques, d'éditer, comme le disait Laurent aussi, des documents, des règles et de pouvoir agir comme une force de lobbying au sein des sciences de gestion dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Et notre dernière invitée est Julie Joly. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente de la commission aval de la CGE et directrice du CFJ, une grande école de journalisme. En deux mots, la commission aval, un mot bien mystérieux. C'est la commission qui s'occupe des diplômés. Donc, on publie les enquêtes d'insertion. En France et à l'international, on regarde comment nos diplômés des grandes écoles trouvent du travail à 3, 6 mois et plusieurs années après la sortie d'école. Alors, merci en tout cas à tous les trois d'être avec nous. Merci d'être en direct sur les réseaux sociaux. Cette émission est interactive. Vous pouvez poser vos questions, vous qui nous suivez. Nous y répondrons. Cette émission vous proposera également des sondages. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient de s'afficher sur vos écrans. Selon vous, est-ce que les établissements d'enseignement supérieur se sont bien adaptés à la crise sanitaire? Oui ou non? Répondez, on réagira, on commentera les résultats du sondage tout à l'heure. Mais tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Comment les grandes écoles ont vécu cette crise du Covid? C'est la rubrique aujourd'hui. Alors le 12 mars dernier, une annonce présidentielle paralysait un petit peu la France. On était bouleversés et dès le lendemain, certains établissements fermaient leurs portes. Concrètement, comment ça s'est passé dans vos écoles respectives? Julie Joly, vous, ça a été le lendemain que vous avez fermé ou le 16 mars? Alors, on a fermé le 16 mars. Nous, le soir même, on était comme tout le monde devant nos écrans. On a regardé évidemment la déclaration du chef de l'État et puis on s'est appelé, toute l'équipe de direction et pédagogique le soir même. On a écrit aux étudiants le soir même, donc avant minuit, autour de minuit à peu près, pour
pour leur donner les premières indications. Et comme on est une école pratique, professionnelle, on leur a laissé la possibilité de venir le vendredi chercher du matériel parce qu'on se préparait effectivement à fermer à partir du 16 mars pour plusieurs semaines. En gros, vous personnellement, en tant que directrice de l'établissement, ça a été... Vous aviez peur, vous étiez inquiète, parce que c'est combien d'étudiants qui étaient concernés? Combien vous avez d'étudiants au CFJ? Au CFJ, on a 100 étudiants qui sont à Bac plus 3, Bac plus 5, et on a aussi l'école W qui est post-bac, qui a 300 étudiants. Donc on avait 400 étudiants. Évidemment, comparé à Schema, au CNAM, c'est beaucoup plus petit. Après, c'est des étudiants qui sont effectivement en pratique tous les jours, sur le terrain, avec du matériel audiovisuel. Donc il fallait qu'on puisse organiser les choses de manière très concrète et très rapide pour eux. Donc un campus à taille humaine, vous avez pu réagir quasiment individuellement, j'imagine. Oui, et puis on s'y préparait un peu en réalité. On a suivi ce qui se passait en Italie, on était informés bien sûr comme tout le monde. Donc on ne s'attendait pas à la date précise, mais on avait bien compris que les choses allaient s'accélérer pour nous aussi. Donc ça faisait déjà nous quelques jours qu'on commençait à préparer les plannings pour les semaines suivantes un peu à distance. Et on a pu dès le lundi se réunir dans l'équipe pédagogique pour dès le mardi basculer à distance. Ben on y reviendra sur l'aspect réorganisation de la pédagogie. Ouais. Laurent Champanet, au niveau d'arts et métiers, c'est 8 campus, c'est 6 000 étudiants, donc c'est pas au même niveau que le CFJ. Ça a été un petit peu plus dur. Comment avez-vous vécu ce... Pas forcément, parce que comme l'a dit ma collègue, on y était préparé. On avait déjà commencé à gérer un certain nombre de choses, en particulier pour les étudiants à l'étranger, ça va gérer leur retour. Donc on s'y préparait. Ça a été effectivement peut-être plus rapide que ce qu'on imaginait. Nous, on a très vite fermé les formations dès le vendredi midi, incité les étudiants à rentrer chez eux, et on a en gros fermé l'établissement le lundi après-midi à 14 h. Nous, ce qu'on a choisi, c'est en fait d'utiliser la semaine qui commençait pour se réorganiser, et dès la semaine d'après, de reprendre en fait les plannings qui étaient prévus, puisque en fait nos emplois du temps étaient prévus pour tout le monde, et de réinstaller des activités de formation sur ce planning-là. Donc vous avez donc utilisé, j'imagine, comme l'ensemble des écoles, des établissements, des plateformes pour des classes virtuelles? Oui, alors il se trouve qu'on était déjà équipés, et je pense que c'était le cas de la plupart des grandes écoles de la CGE. On avait déjà des équipements et qu'on avait déjà pas mal testé pendant les grèves du mois de décembre. Donc on savait qu'on pouvait faire des choses avec des cohortes un peu grandes à distance. La question était de savoir si ça allait tenir sur la durée. Mais je dirais qu'on avait les choses. Là, on n'était peut-être pas prêt, c'est qu'on n'avait pas des modules de formation conçus totalement pour être faits à distance. On avait plutôt des outils pour un appui à de la formation en présentiel. Donc les grandes écoles étaient, on va dire, plutôt prêtes. Alice Guillon, vous, en tant que directrice générale de Schema Business School, il y avait un autre enjeu, c'est que vous avez des campus un petit peu partout dans le monde. Vous avez 8500 étudiants, je crois, de par le monde, dans combien de pays ? Oui, on est à peu près sur 4-5 pays différents. Et comme l'a dit Laurent, nous avions déjà eu avec notre campus de Chine l'expérience qui avait démarré en mi-janvier. Donc nous avions fermé le campus de Suzhou mi-janvier, rapatrié une partie des étudiants, et forcément on avait déjà organisé la bascule en ligne, mais on en reparlera. Donc on était évidemment dans l'attente de ce qui allait se passer en Europe, et puis aussi en Amérique. Nous sommes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Et donc, au fur et à mesure, la France a fermé, évidemment, comme vous l'avez très justement noté. Donc, nous avons fermé notre campus de Paris puisque nous ne sommes pas propriétaires. En revanche, nous avons gardé nos 2 campus de Lille et de Nice ouverts pour pouvoir justement accueillir les collaborateurs qui n'auraient pas de réseau chez eux, puisque 20% en France, je crois que 20% des gens n'ont pas accès à un bon réseau pour pouvoir faire du télétravail. Et puis derrière se sont fermés les États-Unis, le Brésil et dernièrement l'Afrique du Sud. Donc effectivement, nous nous attendions en fait après la Chine à ce type d'événement et nous étions préparés. D'ailleurs, d'une manière générale, Monsieur Champanet, toutes les écoles, elles ont été impactées. Est-ce qu'il y a eu des impacts techniques? Parce qu'on parle de haut débit, présence de haut débit. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à un moment donné pour pouvoir
avoir des relations avec les étudiants parce qu'il y Non, a eu des... je pense pas. C'est-à-dire en fait, on a tous utilisé deux choses, des plateformes sur lesquelles on met à disposition des étudiants, comme on le dit, de manière asynchrone, des documents, du travail à faire, des documents de formation, des QCM, des tests à distance. Ça, je dirais que c'était prêt. Nos collègues ont très rapidement alimenté ces plateformes. C'était pas forcément bien scénarisé, mais c'était prêt. Et ça consomme pas forcément beaucoup de ressources. Et puis, on a commencé à déployer progressivement tout ce qui était interaction synchrone en visioconférence. Donc, il a fallu le temps que de combler les manques d'équipement des uns et des autres. Donc, je pense que c'est monté un peu progressivement, assez rapidement, en même temps que les fournisseurs d'accès densifiaient leurs équipements. Donc, je pense que ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Et j'ai l'impression que dans les grandes écoles, on a quand même des ressources financières assez diverses et on utilisait tous des équipements plutôt du type professionnel et donc du coup qui ont quand même tenu la charge et la montée en charge. Alors, je viens de voir 2 questions passer. On va prendre la première qui a déjà disparu. C'était: est-ce que tous les étudiants ont bien pu suivre les cours à distance sur votre campus, Madame Joly? Il y a eu des difficultés. J'imagine que peut-être des étudiants étaient malades. Il y a eu toutes sortes de difficultés. Il y a eu des étudiants malades, il y a eu des intervenants malades, il y a eu des étudiants qui ont quitté Paris le premier jour dans des zones blanches. Donc, il y a eu toutes sortes de difficultés. On a, nous, une particularité, c'est qu'on travaille déjà avec des professionnels de l'audiovisuel. Donc, nos intervenants sont habitués à réagir assez rapidement à ce type de difficultés. Donc, ça nous a sans doute aidé à ajuster les formats. En revanche, on n'avait pas, nous, de ressources en ligne. Et c'est vrai que ça a été un petit peu la revanche de l'écrit, parce que nos intervenants se sont mis à écrire leurs cours pour les envoyer plus facilement aux élèves. Et c'est vrai que ça a été, moi, je trouve une bonne chose aussi. Ça a permis de nous poser aussi, d'écrire sur les fondamentaux de notre enseignement, ce qu'on ne fait pas d'habitude, parce qu'on est vraiment dans la pratique. Donc, ça a été aussi l'occasion de ça. Alors, beaucoup de travail, en l'occurrence. Ça a demandé beaucoup de travail de la part de nos profs. Mais je dois pas dire, il n'y a pas eu d'incident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture de charge. Mais c'est vrai, parfois, été attentif à ce que chacun aille bien et puisse notamment... Parce que ce que vous nous dites, ça confirme les résultats du sondage. Selon vous, est-ce que les établissements d'enseignement supérieur se sont bien adaptés à la crise sanitaire? Oui à 75%, non à 25%. Donc, que de légers incidents sur l'ensemble des écoles, Monsieur Champanet? Parce que là, on vient de faire le tour de oui, je pense que alors c'est vrai qu'on a eu toutes sortes de situations, en particulier sur les moyens des étudiants à accéder à ce qu'on leur proposait à distance, avec un nombre important d'étudiants qui n'avaient que leur téléphone portable pour accéder à ce qu'on leur proposait. Donc, alors, nos écoles ont essayé, avec tous les moyens de mécénat, les alumni, de combler ces besoins. Chez moi, nos alumni ont fait venir des ordinateurs portables qui ont pu être livrés sur certains campus. Donc, on a mis un petit peu de temps, effectivement, à combler ça. Les limitations de déplacement ont fait que ça a été plus ou moins compliqué. Mais je n'ai pas entendu parler d'incidents vraiment majeurs dans nos écoles. Donc, vous étiez prêts, les grandes écoles étaient prêtes. Vous avez dû quand même réinventer un petit peu la pédagogie. Madame Joly en parlait. Au niveau de Schema Business School, ça a été le cas également. Il fallait réinventer, adapter un petit peu à la situation exceptionnelle. Oui, forcément. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi dans les écoles de commerce depuis plus de 10 ans en innovation pédagogique, avec des moyens qui ont été vraiment dédiés à ça. Donc, que ce soit pour des cours en synchrone, en asynchrone, c'est-à-dire en ligne ou à distance. Évidemment, quand la crise est arrivée, c'est-à-dire au moment où on a décidé de fermer la France et puis les autres pays, au fond, l'adaptation, elle s'est faite rapidement, mais elle a été de basculer sur des cours à distance. Donc, d'utiliser la technologie pour pouvoir toucher nos étudiants partout en France et à l'étranger, comme s'ils étaient présents, mais évidemment avec une pédagogie qui était forcément revue. Et il est vrai que nos professeurs ont réagi. Nous, on a basculé en 48 heures. On leur a pas vraiment laissé
le choix pour pouvoir continuer les plannings tels qu'ils étaient imaginés. Donc ça s'est fait relativement bien. On a des étudiants qui ont été très contents. Alors bon, d'autres qui parfois ont eu quelques soucis, évidemment étant pour certains en zone blanche, c'était évidemment plus compliqué. Mais je vais dire dans 90% des cas, les choses se sont faites bien, bien adaptées. Les professeurs ont bien réagi. On a de bons équipements, donc on n'a pas eu vraiment de problème. Alors, quand même, il y a une question qui est importante, c'est les étudiants, à un moment donné, et notamment dans vos écoles, il y a des stages, il y a l'alternance, et là, vous êtes tous, vous représentez des secteurs d'activité différents quelque part. D'un côté le journalisme, de l'autre côté l'industrie avec arts et métiers, le management, le tertiaire avec Schema Business School. Comment ça s'est passé ? Il y a des stages qui se sont arrêtés. Ça a été, comment vous avez géré ça ? On va commencer par le secteur du journalisme, puisque... C'est vrai on a, nous, un tiers d'apprentis au CFJ, donc on est très proche des écoles de la conférence des grandes écoles sur ce point-là. Et je dirais que les premières semaines ont été beaucoup consacrées à cette gestion des stages et de l'apprentissage, parce que on a d'abord pensé qu'il fallait rapatrier tout le monde, sortir tout le monde de son stage, mais dans le journalisme, les étudiants qui travaillent sont sur le terrain par définition. Donc tout l'enjeu pour nous a été de sécuriser leur stage, d'être sûr qu'ils étaient en sécurité, c'est ça que je veux dire. Donc de vérifier auprès de chaque entreprise que les conditions sanitaires étaient en place. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a, pour le coup, rapproché des entreprises, parce que quand on s'occupe de stagiaires et d'apprentis, on s'occupe beaucoup des étudiants et des élèves. Et là, on a été directement auprès des entreprises, prendre de l'information, vérifier que tout se passait bien. D'ailleurs, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'accident, mais il y a eu besoin qu'on ait cette relation directe avec eux, quasi quotidienne, pendant, je dirais, au moins 3 semaines. Et alors là, il y a une question. Si mon stage est annulé à cause du Covid, est-ce que mon année sera validée ? Question très pratique d'un internaute. Madame Guillon. Non, il faudra refaire un stage. Donc l'année ne sera pas validée. Oui, mais effectivement, on a passé tous, je pense, beaucoup de temps à gérer la relation entreprise pour effectivement continuer de faire comprendre aux entreprises qu'il y avait un vrai enjeu pour justement la finalisation des diplômes de nos étudiants et pour elles-mêmes, pour le recrutement des futurs talents. Et donc, on a monté une cellule de crise où on a tous les jours contacté effectivement les entreprises pour essayer de voir ceux qui pouvaient déplacer les stages plutôt que de les annuler, déplacer les contrats d'alternance. Donc, c'est un peu comme ça que nous avons réagi. Mais dans le secteur de formation, le management, les cadres dirigeants, le télétravail a été à l'honneur. Concernant l'industrie, Monsieur Champanet, ça a été plus délicat pour vos étudiants qui étaient en entreprise ou pas ? Il est clair qu'effectivement, tous les stages qui étaient plutôt dans le domaine du tertiaire, du conseil, ont pu démarrer souvent en télétravail, dans des conditions pas simples pour les étudiants. Démarrer un stage en télétravail, travailler à distance avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est quand même compliqué. Et c'est clair que tous les stages qui étaient prévus en production, en supply chain, on a eu très peu d'annulations. Sur les stages qui étaient signés. On a signé beaucoup d'avenants aux conventions de stage pour décaler les stages, décaler, redécaler. Et on a tous dans nos écoles fait beaucoup d'efforts pour aller même jusqu'à imaginer des décalages pour des stages démarrant en septembre. D'accord. Et ça veut dire qu'un stage de 6 mois qui démarre en septembre, il faut que les étudiants gardent le statut d'étudiant jusqu'à la fin du stage, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre de l'année en cours. Donc, ça veut dire les réinscrire pour un semestre, les réinscrire gratuitement. Moi, dans mon établissement aux arts et métiers, on a même offert la possibilité que un étudiant qui aura un CDD ou un CDI qui commencerait au mois de septembre, les 6 premiers mois d'embauche serviraient de stage. Donc, on a imaginé beaucoup de choses. Tous, comme l'a dit Alice, on trouve que le stage, c'est une modalité qui est extrêmement importante, qui est fondamentale pour l'insertion professionnelle. Donc, on cherche à garder ce stage de fin d'études. Alors, il y a plusieurs questions. Pour les stages ouvriers, les stages de première année, c'est un peu différent. Alors, il y avait une question, il y a plusieurs questions qui ont défilé. Il y en avait une, on a parlé des stages, mais l'alternance, si mon contrat d'alternance se termine, qu'est-ce qui se passe pour moi, Madame Guillon? Allez, salut. Alors, s'il se termine, c'est-à-dire s'il a été démarré et qu'il s'arrête en route. Oui, parce que l'entreprise est en difficulté.
C'est une des questions qu'on a dû traiter. On n'a pas eu énormément de cas, mais on en a eu, notamment les petites entreprises qui forcément étaient confrontées à une situation critique. Donc, ce que on fait nos services du Corporate Office, c'est d'essayer de retrouver une alternance dans une entreprise pour les étudiants. Donc, on a passé beaucoup de temps, en fait, à faire la chasse à d'autres entreprises, entre guillemets, pour faire en sorte que les étudiants puissent continuer le cursus tel qu'il avait été décidé. Julie Joly, vous avez été confrontée à ça. Vous avez qu'un tiers d'alternants, je crois, au CFJ. Oui, ce qui est beaucoup pour nous en réalité, mais effectivement, un tiers d'apprentis dans l'apprentissage. On n'a pas eu de problème de rupture d'apprentissage. La question qui se pose pour nous est plutôt pour la rentrée. C'est qu'on souhaite que nos étudiants, ceux qui vont être admis au concours cette année, qui vont intégrer l'école en septembre, puissent aussi bénéficier de ces contrats d'apprentissage. Et là, c'est un autre sujet, c'est celui de la crise économique et qui s'ajoute à celle du Covid. On en parlera tout à l'heure. Il y avait une autre question. C'est vrai qu'on est en pleine période d'orientation. Il y avait une question qui est apparue. C'était on est en période Parcoursup. Il y a des concours, des tests d'admission. Est-ce que les réponses vont être rapides? Parce qu'ils ont des délais, les étudiants à respecter, qui ont des choix et des vœux sur Parcoursup. Comment ça se passe d'ailleurs, globalement, cette période de sélection pour rentrer dans vos écoles? Monsieur Champanet? Alors, on a effectivement beaucoup travaillé avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur qui gèrent Parcoursup. Et c'est vrai que pour nous tous, tout de suite, il a été fondamental de préserver le calendrier Parcoursup. Donc, le calendrier n'est pas changé. Les dates sont celles qui étaient prévues initialement. C'est nous qui nous sommes adaptés dans nos procédures de sélection pour simplifier les choses. Il y a beaucoup de nos écoles qui avaient l'habitude de faire des tests écrits, des oraux qui ont basculé très vite sur un recrutement uniquement sur dossier, à regret parce qu'on préfère avoir pour nos écoles un échange avec nos candidats. Mais du coup, le calendrier n'a pas été changé. Par contre, pour les admissions post-classe préparatoire, donc à Bac+2, le calendrier a été changé. Donc là aussi, on a en fait supprimé la phase d'oral. On a travaillé tous ensemble de manière groupée pour ça. Alors, quand vous dites tous ensemble, c'est au niveau des écoles d'ingénieurs, les 143 écoles d'ingénieurs de la CGE, ou c'est globalement les 200? Parce que c'est un vaste défi quand même, de mettre d'accord autant d'écoles. Ouais, alors on a fait ça effectivement par secteur, hein, c'est-à-dire que Alice pourra en parler, les écoles de management se sont organisées entre elles. En fait, ce qui se passe, ce qui nous oblige à travailler ensemble, c'est qu'on a des systèmes d'appel de candidats qui synchronisent, qui font c'est nos Parcoursup à nous pour le Bac+2, hein. Et donc du coup, on a été obligé de réfléchir avec le groupe de toutes les écoles qui sont dans ces systèmes d'appel. Voilà, ça s'appelle le SCUI pour les écoles d'ingénieurs. Donc c'est l'ensemble de ces écoles qui ont dû se mettre d'accord ensemble, et on récupère un calendrier qui est un peu repoussé de quelques semaines, mais pas beaucoup plus que ce qui se fait d'habitude en termes de réponses données aux candidats. Madame Guillon, au niveau du chapitre des écoles de management, ça s'est mis en place facilement, et aujourd'hui les épreuves, c'est de l'oral, ou que sur dossier? Alors, tout dépend les programmes. Pour ce qui est les post-classes préparatoires, donc pour ce qu'on appelle le programme grande école, nous avons, au bout d'une semaine, très rapidement décidé. Alors, nous, on est 39. Hein, c'est plus facile de décider à 39 qu'à 140 ou 150. Et en plus, on dépend que d'un seul ministère, qui est celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, forcément, on est allé assez vite et on a décidé d'annuler les oraux pour les étudiants qui étaient en classe préparatoire. Donc, on a maintenu les écrits et comme l'a dit Laurent, le calendrier a été bougé de quelques semaines pour leur laisser le temps, donc déjà de sortir, nous laisser le temps de sortir du confinement, de pouvoir préparer les écrits et qu'ils aient lieu. Maintenant, l'oral, c'était injouable et on le savait depuis longtemps avec le ministère. Donc, on a décidé, nous, dès la première semaine, d'annuler les oraux. Pour ce qui est de Parcoursup, comme l'a dit Laurent, le calendrier est inchangé, donc les étudiants devront attendre effectivement les procédures donc pour avoir leurs résultats dans les semaines qui vont venir. Et pour les autres concours, effectivement, on est plutôt passé sur du traitement sur dossier. On nous a beaucoup posé la question de
pourquoi ne pas avoir maintenu des oraux en ligne, des concours en ligne, en tout cas pour l'oral. Et on avait aussi immédiatement identifié ces fameux 15 à 20% de zones blanches qui mettraient en fait les candidats en difficulté. Et donc, nous avons souhaité mettre tout le monde sur pied d'égalité et donc basculer plutôt sur un recrutement sur dossier. Donc voilà pour les différentes voies de recrutement dans les écoles de commerce. Madame Joly, pour vous, au niveau des écoles de journalisme, vous avez travaillé ensemble, alors que généralement elles sont très concurrentes. Oui, et je dois dire que là, ça a été une année assez incroyable parce qu'on s'est retrouvés les 14 écoles reconnues par la profession. On est au sein de la conférence des écoles de journalisme. On s'est réunis toutes les semaines, on se réunit encore tous les mercredis matin en visioconférence pour échanger nos pratiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certaines écoles, notamment Sciences Po Paris et le CFJ, étaient déjà passées sur une sélection d'admissibilité sur dossier pour le CFJ depuis 2 ans. Donc, on avait déjà cette expérience-là et on a pu la partager avec toutes les autres. Je crois que ça les a j'espère, aidés, notamment en termes d'outils, de questions à poser, etc. Mais pour les oraux, chacun a une démarche un petit peu personnelle et tant mieux. Je trouve que ça respecte aussi la diversité des écoles. Au CFJ, on a fait le choix des oraux à distance, avec cette inquiétude aussi que soulignait Alice, c'est-à-dire de se demander si les étudiants auraient les bons équipements pour pouvoir répondre à ces questions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé à chacun bien en amont les explications et on leur propose de tester leur connexion avec nous, voilà, avant donc les oraux. On va dire que tout se passe plutôt bien. Il y avait une toute petite question en ces périodes et ces temps délicats. Est-ce que vous aidez les étudiants qui sont en difficulté financière? Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs pour aider ceux qui avaient du mal à joindre les deux bouts, Madame Joly? Alors, nous, on est une toute petite école, association de 1901, donc on n'a pas vraiment les moyens d'aider plus que ce qu'on fait déjà, puisqu'on finance les 2/3 des frais de scolarité de nos élèves déjà. Donc, ce qu'on a fait, en revanche, c'est d'accorder des délais de paiement, mais on n'a pas eu de demande au CFJ, en réalité. Et chez vous, Madame Guillon? Oui, alors on a eu effectivement, comme le dit Julie, on a fait des échéanciers pour accompagner les familles qui étaient un peu en difficulté et on a eu quelques étudiants, autour de 200 à 250 qui sont revenus vers nous parce qu'ils avaient justement eu par exemple un décalage dans leur stage en disant voilà, on a des difficultés pour payer nos loyers, etc. Donc la fondation Askema a mobilisé une enveloppe de 250 000 € pour accompagner les étudiants en difficulté. Donc on a déjà commencé à distribuer et pour essayer de vraiment de leur faire passer ce cap jusqu'au moment où ils vont pouvoir revenir, j'allais dire, à un rythme un peu plus normal, notamment en entreprise, qui compte beaucoup pour eux durant l'été. Alors, on va passer bientôt à la rubrique suivante. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a un nouveau sondage qui vient de s'afficher. Appréhendez-vous la rentrée de septembre? On va parler de l'avenir. Juste une dernière question, Monsieur Champanet. La relation avec les administrations de tutelle, globalement, ça s'est bien passé pour les écoles, pour la mise en place des protocoles et les changements que vous avez dû mettre en place? Dès le début du confinement, dès la première semaine, en fait, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de Frédéric Vidal a mis en place un système de visioconférence et on a été avec la ministre pour les 3 conférences, la conférence des grandes écoles, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et la conférence des présidents d'université. On avait une visio toutes les semaines avec la ministre et ça continue encore. Donc du coup, voilà, on a vraiment été beaucoup dans l'échange pour discuter en amont de ce qui allait être mis en place et ça a été vraiment très agréable de pouvoir travailler comme ça. En gros, à vous entendre, ça s'est plutôt bien passé au niveau des grandes écoles, mais comment ça va se passer demain? Eh bien, c'est notre prochaine rubrique et c'est parti. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. Alors, c'est vrai que cette crise a profondément bouleversé le fonctionnement des écoles. Quels vont être les grands enjeux à venir? Il y a, à vous entendre, il y a une chose qui va radicalement changer, c'est la pédagogie. Il faut la réinventer, Monsieur Champanet. Vous avez effectivement travaillé sur la digitalisation, le numérique, les nouvelles technologies, mais aujourd'hui, il faut tout changer, tout réinventer. Concrètement, comment faites-vous au niveau de la conférence des grandes écoles? Alors, non, il ne faut pas tout réinventer. On ne sait pas encore totalement de quoi sera fait la rentrée.
on commence à nous dire qu'en fait, on va devoir mettre en place un protocole sanitaire qui sera du type tant de mètres carrés par étudiant. Mais il va falloir après, effectivement, imaginer des scénarios de formation beaucoup plus hybrides entre des temps de présence. Dans les écoles d'ingénieurs, on a beaucoup de travaux pratiques qui se font sur du matériel, sur des systèmes, voire des systèmes industriels pour le cas de mon établissement, qui vont rester. Mais il va falloir réinventer des scénarios pédagogiques où on mixe des temps à distance et des temps en présentiel. Voilà, justement. Il y a la question, alors Madame Guillon, à la rentrée, y aura-t-il des cours en amphi? Voilà, c'est une question qui vient de s'afficher. Alors, nous attendons les règles de distanciation, savoir si elles existeront toujours ou pas, parce que ça change beaucoup. Alors, en amphi, on peut mettre 600 personnes comme on peut en mettre 300. Mais en fait, c'est une formidable opportunité, ce qui se passe actuellement, pour accélérer le processus en fait d'innovation dans nos établissements. En tout cas, pour les écoles de commerce, on le voit comme cette fantastique expérience de pouvoir mettre en œuvre finalement l'enseignement du 21e siècle auquel on rêve depuis pas mal de mois ou d'années. Donc effectivement, la rentrée sera hybride. Une partie des étudiants seront probablement assis en salle de classe ou en amphi, mais probablement avec un mètre de distance. Une partie sera effectivement à distance et une partie peut être en synchrone ou en asynchrone. Donc nous sommes en train d'organiser tout ça pour faire en sorte qu'il y ait un roulement, justement que les étudiants puissent venir sur site, puissent pour d'autres semaines rester chez eux, mais en tout cas de suivre l'intégralité des cours et surtout d'avoir l'expérience du coaching, de l'accompagnement, mais aussi cette vie qui est extrêmement importante, qui est l'expérience étudiante quand ils sont sur site. C'est vraiment important de continuer parce que c'est le moyen de se forger une communauté, des valeurs, d'épouser aussi les valeurs de l'école. Donc, nous allons mettre en place un système hybride qui permet une rotation des étudiants sur site et effectivement, pour d'autres, l'accès à 100% d'enseignement qui sera ou à distance. Et d'ailleurs, il y a une deuxième question sur le pratique sur site. Les workshops, les masterclass, est-ce que ça existera encore? Je ne sais pas si vous en avez dans votre école, Julie Joly. Pour nous, c'est intéressant parce que ça fait... le CFJ est par définition une école, encore une fois, où il n'y a pas de cours en amphi, on travaille qu'en petits groupes. Et moi, je crois que ce qui nous attend à la rentrée, c'est d'accélérer ça, c'est cette relation entre l'enseignant et l'étudiant. Qu'elle soit effectivement en visio, en mentorat ou en salle ou par petits groupes. Moi, je crois beaucoup à cet enseignement-là, qui est celui vraiment d'un apprentissage à l'école, par ses pairs, par des gens qui sont des professionnels. Donc, on va vers ça pour la rentrée et on y est depuis déjà 10 ans. On voit que ça fonctionne. On voit à quel point aussi, quand on forme des élèves comme ça, ils passent avec beaucoup d'agilité à tous les modes de formation possibles. Il y a une forme, je rejoins Alice, il y a une forme d'excitation à se dire, tout ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs années, à la rentrée, on va voir ce que ça peut donner avec les intervenants qu'on a choisis, les élèves qu'on a sélectionnés, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'innovation pédagogique. Alors concrètement, ça veut dire aussi, évidemment, des mesures de sécurité qui font qu'on va avoir moins d'élèves en même temps à l'école, mais encore une fois, on aime plutôt ça, nous, les petits effectifs. Mais c'est un casse-tête au niveau de l'organisation. Ouais. Mais quand on parle de révolution dans l'enseignement, avec beaucoup de digital, est-ce que la formation des enseignants est à repenser? Il y a tout un travail avec les équipes pédagogiques à réaliser, Madame Guillon? Oui, bien sûr. Alors, on a tous dans nos écoles ce qu'on appelle des knowledge centers, qui sont des centres avec des ingénieurs pédagogiques, des professeurs, et qui travaillent ensemble pour accompagner, si vous voulez, la mise en œuvre de l'innovation pédagogique pour les professeurs et quelles que soient en fait leurs envies et leur façon d'enseigner. Donc, c'était déjà en train d'être repensé complètement, puisque la fibre d'ADN de l'étudiant du 21e siècle n'est pas du tout la même que celle de ses prédécesseurs, et donc forcément sont plus des zappeurs. Donc on a déjà démarré ce travail-là, et effectivement dans la formation des enseignants, la présence du digital et le fait d'imaginer autrement la relation à l'apprenant, qui peut être beaucoup plus effectivement à distance, mais qui peut passer aussi par beaucoup plus de transfert d'expertise, de coaching, d'une autre forme d'accompagnement. On n'est plus dans le magistral et le fait de dispenser l'enseignement à des centaines d'étudiants en même temps. Donc ça, effectivement, ça va être mis en œuvre de façon accélérée.
Monsieur Champanet, c'est un formidable enjeu, là, la formation des enseignants. Alors, je sais que dans la conférence des grandes écoles, il y a des structures privées et il y a des structures publiques. Ça va être délicat à gérer, cette transformation pédagogique auprès des enseignements du public ou pas? Non, pas forcément. Nos enseignants ont déjà fait beaucoup d'efforts, hein, et ils vont continuer à en faire. Et on va utiliser la fin de l'année là pour préparer ça. Euh, Ce qui va, je pense, beaucoup nous aider. Vous savez, nous, les grandes écoles, on les conçoit comme étant des lieux où on se prépare à aller travailler dans une entreprise. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les questions qu'on se pose là sur quelle sera cette nouvelle pédagogie avec un mix de présentiel, à distance, les entreprises se posent exactement la même question, savoir comment est-ce qu'ils vont organiser une vie d'entreprise avec des salariés qui seront en télétravail une partie du temps sur place. À quoi sert le temps sur place? Et on nous accuse, nous, souvent, le système d'enseignement, en particulier public, d'être en retard par rapport aux entreprises. Bah là, je trouve que ce qui est formidable, c'est que c'est le moment où on va tous repartir en même temps. 2020 sera le moment où on va tous travailler ensemble et le partage. À la conférence des grandes écoles, on insiste beaucoup sur le partage d'expériences avec les entreprises. Et là, il y a vraiment un enjeu phénoménal pour nous. Et quand on parle de digitalisation, parce qu'il y a une question qui est passée tout à l'heure, sur la digitalisation, vous m'avez dit tout à l'heure qu'effectivement, vous aviez déjà travaillé sur cette question, mais il faudra aller plus loin. Comment vous travaillez sur la digitalisation? Alors, choix synchrone, asynchrone, mais à un moment donné, c'est énorme, ça fait un petit peu peur de digitaliser des années d'enseignement. On a effectivement déjà beaucoup de matériel pédagogique qui est digital. Ce qui est important, c'est le scénario. Le scénario pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on enchaîne les différentes activités. Et c'est là qu'il y a surtout un travail à faire. Et puis sur la diversité des contenus, c'est vrai qu'on est très sur du texte qui a été numérisé et il faut vraiment beaucoup rajouter, en particulier dans les formations d'ingénieurs, tout type de contenu numérique. De l'accès à des systèmes qu'on peut opérer à distance, de la vidéo, des choses beaucoup plus interactives. Et là, il y a un gros travail à faire de récupération de ce matériel pédagogique. Madame Guillon, vous vouliez rajouter quelque chose, intervenir? Non, je crois que c'était Julie qui voulait s'exprimer sur la question. Donc, Julie, vas-y. Je voulais juste dire que quand on pense au distanciel, c'est pas toujours très technique. Enfin, c'est parfois notamment le podcast est une manière d'enseigner qui est intéressante et qui est pas très coûteuse. C'est notre relation en fait qui parfois est plus intime. Nous, on a noté une concentration parfois plus forte de nos étudiants dans certains dispositifs à distance qu'ils ne pouvaient l'être en classe. Et puis le vrai enjeu pour nous, c'est de garder la relation humaine. On va pas pouvoir, moi je ne peux pas envisager les écoles qu'on a construites sans rencontrer les étudiants, les faire se rencontrer, travailler avec eux. Alors se rencontrer différemment en plus petits groupes, ok, mais on fera pas l'école sans eux, c'est pas possible. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Pour moi, c'est l'école de masse. Il faut garder du présentiel, garder de l'humain. Non, mais garder du contact, de la relation. Alors, on va répondre à une question. Ça chamboule un petit peu l'ordre des questions que j'avais prévues. Mais est-ce que l'on pourra partir à l'étranger? Alors, vous accueillez énormément d'étudiants étrangers, Madame Guillon. C'est un enjeu fort pour les écoles et l'enseignement supérieur, l'accueil d'étudiants étrangers. Ah oui, pendant cette crise, c'est le grand enjeu, je pense, de l'été. C'est effectivement, nous accueillons une très grande partie d'étudiants internationaux. Nous, à Schema, on a plus de 120 nationalités. Et effectivement, à la fois la mobilité et les échanges de sites font partie intégrante du processus d'apprentissage. Donc là, on a vraiment besoin d'être accompagnés parce que les étudiants ont envie de venir. Donc, on ne voit aucune diminution, si vous voulez, dans les inscriptions des étudiants étrangers dans nos écoles. La seule question que nous allons avoir, bien sûr, indépendamment de l'accueil et de comment la rentrée se fera hybride ou non, mais peut-être plus hybride d'ailleurs, c'est est-ce qu'ils auront des visas pour pouvoir, le cas échéant, quand les frontières s'ouvriront, ils pourront faire le choix de venir immédiatement en France ou sur nos campus. Donc ça, c'est vraiment la question cruciale. Et pourquoi est-elle cruciale? D'une part parce que c'est le rayonnement de la France à l'international. On fait venir 460 000 étudiants étrangers en France chaque année pour bénéficier de l'apprentissage à la française dans divers domaines des sciences. Et il est très important de pouvoir continuer cette présence-là.
Et nos étudiants sont assez zappeurs, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça fait partie de leur fibre d'ADN. Des cohortes d'étudiants qui ne viendraient pas en France cette année et qui feraient, parce qu'ils n'ont pas eu de visa, le choix d'aller en Europe du Nord ou dans d'autres pays, ça nous demandera 2, 3, 4 années de réinvestissement pour pouvoir attirer à nouveau ces étudiants. Donc, il est impératif cette année de pouvoir, au moment où nous acceptons ces étudiants, et encore une fois, dans nos écoles, nous n'avons pas constaté, si vous voulez, de diminution d'attractivité. En revanche, nous savons qu'à l'été, si ces étudiants n'obtiennent pas de visa ou si, bon, voilà, les postes sont fermés ou s'il y a donc il faut faire un appel du pied au ministère de l'Intérieur pour faciliter le travail des écoles qui participent au rayonnement de la France. Mais il y a également nos étudiants qui vont à l'étranger, parce que la question, c'était ça. Julie Joly, vous avez des projets d'envoi d'étudiants à l'étranger? On accueille très peu d'étudiants étrangers. On est une école, on forme des journalistes francophones en France. En revanche, nos étudiants partent chaque année 10 jours faire un journal à l'étranger. Alors, ils partent en Europe. On espère que ce sera encore possible, que l'Europe sera encore accessible. On en parlait encore ce matin. On trouvera un terrain de reportage s'il le faut, pas très très loin des 100 km. Il y a toujours un endroit où on peut trouver des choses. Mais c'est vrai que l'expérience d'être à l'étranger dans une langue étrangère pour des journalistes, évidemment, est très très intéressante. Autre enjeu important, Monsieur Champanet, c'est la relation avec les entreprises. C'est vrai qu'on est dans une période de crise économique pour certains. Est-ce que ça va impacter le travail, le quotidien des écoles et les étudiants, selon vous ? Je pense que ça va nous rapprocher. On l'a dit déjà là, on a beaucoup échangé avec les entreprises pour gérer les situations de stage, les avenants aux conventions, les situations d'alternance. Et puis ça va remettre en question quelques modèles. Le modèle de l'alternance où on passe un temps à l'école, un temps en entreprise. Si sur le temps à l'école, il y a un temps de travail à distance et sur le temps en entreprise, il y a aussi un temps de travail à distance, pourquoi cette séparation aussi franche ? Et là, on a des modèles à inventer dans le domaine de la formation initiale et aussi dans le domaine de la formation continue. Donc, je pense que c'est aussi une bonne opportunité de nous rapprocher des entreprises et déjà tout de suite en commençant à les aider à reprendre leurs activités. La conférence des grandes écoles a publié une tribune pour dire aux entreprises: vous devez redémarrer, vous allez vivre de profondes mutations sur vos outils, sur vos organisations. Misez sur les jeunes, c'est eux qui vont vous accompagner pour ces transformations. Donc, continuer à prendre des alternants et peut-être un modèle à réinventer, l'alternance. Vous êtes d'accord, Madame Guillon ? Oui, forcément, il faut qu'on révise nos relations, mais la présence de nos étudiants dans les entreprises reste fondamentale. C'est la préparation pour les entreprises de leur compétitivité future, et c'est surtout pouvoir s'enrichir des talents. Nous formons en nous adaptant systématiquement, et c'est extrêmement important que ce dispositif-là continue. Sous quelle forme ? Il faut probablement qu'on réajuste et qu'on réinvente ensemble le dispositif qui va bien, mais pour les entreprises et pour nous, c'est absolument fondamental. En tout cas, nous, dans les sciences des études de commerce et de gestion, c'est impératif que les étudiants soient immergés en entreprise. Madame Joly, vous qui êtes dans la commission aval, qui observe l'insertion, est-ce que vous avez des inquiétudes sur l'insertion des étudiants qui vont finir, qui vont être diplômés cette année ou Je suis inquiète de leurs inquiétudes. C'est-à-dire que je mesure... Ils sont très inquiets parce que pour certains, ils redoutent de ne pas avoir tous les stages qu'ils voudraient à la sortie de l'école. Ce qu'on a mis en place, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, en tout cas au sein des écoles de journalisme, c'est de pouvoir leur permettre de prolonger les périodes de stage jusqu'au mois de décembre. Donc on pourra accorder des stages un peu plus tard en décalant les jurys de diplôme. Le risque, c'est qu'il y a un embouteillage évidemment de candidats pour des stages au premier trimestre de l'année prochaine. Ça aura été une fin d'année pour nos diplômés tellement particulière que oui, je peux comprendre leurs inquiétudes. Maintenant, je sais aussi dans nos entreprises que les talents et les profils qu'on forme restent très précieux. On a un taux d'insertion qui est très fort et c'est pas pour rien. Donc, je continue à croire qu'au moment de la crise ou de la reprise, on a besoin de gens très qualifiés. Voilà, et avec les diplômes qui sont délivrés par les écoles, on va dire, pas trop de problèmes d'insertion en perspective pour vos étudiants, n'est-ce pas, Madame Guillaume ?
Oui, oui, complètement. Dans les Ouais. Vraiment, les grandes périodes de crise que nous avons passées, les 15 ou 20 dernières années, on a toujours eu un taux d'insertion pour les écoles de la conférence des grandes écoles qui était très haut. On s'est toujours posé la question, d'ailleurs, en se disant, tiens, c'est curieux, peut-être que dans d'autres secteurs, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, pour nous, ça a toujours resté très haut. Donc, je pense que les entreprises vont avoir plus que jamais besoin de recruter les talents qui vont être préparés à gérer ce type de crise. Donc, je suis pas très, très, très inquiète pour le placement. On va peut-être mettre un mois ou deux de plus par rapport aux 3 mois de mesures que nous avons à la CGE. Mais globalement, je pense que les choses se passeront bien. Alors, je vais répondre à la question de l'internaute. Les entreprises partenaires ont-elles déjà annoncé qu'il n'y aura pas de recrutement en alternance? On a dit non dans l'ensemble, mais il y a eu quelques cas dans d'autres secteurs d'activité. L'émission Le Temps presse. Monsieur Champanet, on a énormément parlé du changement du mode d'admission dans les grandes écoles. Est-ce que ça aussi, c'est un enjeu? Aujourd'hui, vous êtes confronté à une réalité. Est-ce que ça va être un modèle à repenser pour l'année prochaine? Oui, alors ça fait un moment qu'on sait qu'il faut qu'on repense et on essaie de faire des adaptations de tout le temps. Il est clair qu'on ne souhaite pas que le modèle qu'on a utilisé cette année, en particulier en post-classe prépa, hein, qui est un modèle basé uniquement sur l'écrit, soit le modèle qui s'installe pour la durée. On a besoin de voir les candidats dans les écoles d'ingénieurs, dans les épreuves orales. Il y a aussi des épreuves pratiques, de travaux pratiques. On a besoin de ces épreuves-là. Il faut effectivement qu'on repense les modalités, qu'on voit ce qu'on peut faire sur du distanciel pour des oraux. Mais voilà, je pense pas que la crise impactera autant les méthodes de recrutement qu'elle n'impactera la pédagogie qu'on met en place. D'accord. Il y avait une autre question. Alors, une fois qu'on a réussi son concours d'entrée, qu'on est admis, est-ce que le coût des formations va augmenter? Donc ça, c'est une inquiétude étudiante. Non, non, Julie Joly, non, Madame Guillon. Non, non, non. En tout cas, non. Il faut pas qu'ils bougent. En tout cas, cette année, les coûts de formation ne bougeront pas. Ça, c'est évident. Il faut qu'on soit tous raisonnables. La situation est difficile pour tout le monde, pour nous aussi. Mais en tout cas, c'est un consensus nous que nous avons parmi les écoles de commerce. Ça, c'est un autre enjeu. C'est la vie étudiante, la vie des étudiants, les revenus des étudiants, les revenus des familles des étudiants. C'est une question à laquelle vous pensez régulièrement, Madame Joly? Bien sûr, bien sûr. Surtout dans des métiers comme les nôtres où on sait que les premiers emplois dans le journalisme n'est pas un emploi très, très, très cher payé. Donc, des étudiants qui empruntent sont des étudiants fragiles qu'il faut qu'on surveille. Donc oui, bien sûr, on fait très attention d'ailleurs à faire que l'apprentissage soit en priorité pour les élèves boursiers. On offre à nos étudiants des emplois rémunérés, alors pas nous directement, mais les médias partenaires. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant, on parlait de l'apprentissage ou de l'alternance. Les médias aujourd'hui viennent nous voir pour recruter des étudiants dès la rentrée prochaine en contrat temporaire. Ils sont déjà en train de préparer la rentrée de septembre et se tournent vers les étudiants pour les rémunérer. Donc ça veut bien dire qu'ils ont besoin d'eux, mais ça veut aussi dire qu'ils sont prêts à payer pour les faire travailler. Donc ça, c'est pour nous très important qu'on encourage ça, le fait que nos élèves étudiants soient rémunérés le plus tôt possible pendant leurs études. Monsieur Champanet, vous êtes également inquiet au niveau de l'industrie ou rassuré? Là, il n'y a pas eu d'annonce, ou d'effet d'annonce sur des gels de recrutement dans l'industrie. Il y a beaucoup de secteurs industriels qui ont continué à produire et à être en activité. Donc, je suis pas forcément inquiet. Et c'est vraiment un secteur qui est très très en recherche de jeunes diplômés. Donc, j'ai pas vraiment d'inquiétude sur ce champ-là. Alors, il y a effectivement le cas des petites entreprises qui ne vont pas se relever de la crise. Un élément d'interrogation pour moi, c'est le cas des startups. On parlait beaucoup de startups, des entreprises, mais qui sont extrêmement fragiles. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont sortir de la crise. C'est un petit peu tôt pour le dire. Voilà, on va suivre la situation. Donc, d'une manière générale, un enjeu, c'est vraiment accompagner les étudiants pour
leur permettre de faire leurs études. On arrive vraiment en fin d'émission. On va commenter le petit sondage, résultat du sondage, juste après le jingle pour changer. Have some fun tonight. Alors, le résultat du sondage, appréhendez-vous la rentrée de septembre? Oui à 60%, non à 40%. Donc finalement, vous avez rassuré beaucoup de personnes parce que hier, dans une autre émission, tout le monde était très inquiet pour la rentrée. Un petit commentaire sur le sondage, Madame Guillon? Oui, je pense qu'il faut être rassuré parce que voilà, nous avons mis tout en place pour faire en sorte que les rentrées se passent et qu'elles se passent bien. Et donc, il faut que voilà, les étudiants se sentent accompagnés, rassurés. Et il n'y aura pas plus d'inquiétude que ce qui s'est passé les derniers mois. Les choses se feront même mieux puisque maintenant, il y a un effet d'apprentissage. Donc moi, je trouve que le moment est plutôt enthousiasmant et j'espère qu'ils trouveront ça enthousiasmant aussi. Pour vous, Monsieur Champanet, ces résultats, c'est rassurant, mais néanmoins, vous faites face à de grands enjeux pour les écoles. Oui, c'est rassurant, mais il y a quand même 60% de gens qui se disent inquiets. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail jusqu'au mois de septembre pour rassurer tous ces gens-là. Et moi, personnellement, je suis pas inquiet. Voilà, et je sens vraiment un élan formidable de tous les personnels de nos établissements qui ont vraiment hâte de retrouver des étudiants sur les campus et de travailler avec eux. Donc, je n'ai vraiment aucune inquiétude sur ce qui va se passer à la rentrée. Et justement, il faut y penser à tous ces administratifs dans les écoles qui ont œuvré pendant la période de confinement. Un petit mot pour eux, Madame Guillon, ils ont bien bossé, ils ont bien vécu cette période de confinement. Oui, moi j'ai été impressionnée par la capacité de nos 600 collaborateurs sur cette site à travailler ensemble, s'entraider, ceux qui étaient en sous-charge allaient aider ceux qui étaient en surchauffe, un bon état d'esprit, vraiment voilà, c'était encore une fois un apprentissage positif et nous on en tire en tout cas à Schema des leçons extrêmement positives pour l'avenir. Merci à vous pour tous ces commentaires. On va terminer sur un petit mot. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait de grands enjeux, la refonte un petit peu de la pédagogie, utiliser le digital, distanciel, présentiel, asynchrone, synchrone, s'occuper des étudiants et de suivre ce qui va se passer dans la vie sociale des étudiants, bien travailler pour que les étudiants puissent partir à l'étranger, les étudiants étrangers puissent venir facilement suivre des études dans notre pays, aussi bien travailler les relations avec les entreprises. Mais s'il y avait aujourd'hui une mesure à prendre pour rapidement changer les choses, qu'est-ce que vous proposeriez, Julie Joly, par exemple? À moi, clairement, je pense qu'il faut des mesures pour aider les étudiants en difficulté financière. Je pense que une des grandes urgences pour moi, c'est ça, c'est qu'on puisse, que les étudiants n'aient pas à souffrir en plus du reste de l'inquiétude pour se payer un ordinateur, leur logement. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut des mesures fortes de l'État pour ces jeunes en difficulté financière. Alice Guillon, pour vous, la mesure à prendre rapidement? Moi, je partage avec Julie, il faut accompagner les étudiants français et étrangers dans le financement de leurs études et dans d'autres pays du monde, on a par exemple des prêts sans caution. Il faudrait que nous aussi en France, on soit capable de les accompagner là-dessus. Ne serait-ce que ça libérerait énormément d'énergie. Donc, il faut faire vraiment se tourner, faire beaucoup d'efforts pour les étudiants, mais qu'ils soient français et aussi étrangers. Ne les oublions pas parce que c'est eux qui font le rayonnement de la France. Et il faut donc leur accorder plus facilement des visas en cette période de préinscription pour la rentrée prochaine. Et Laurent Champanet, pour vous, s'il y avait une mesure à prendre, ce serait quoi? Pour moi, et pour faire une réponse différente de celle de mes collègues, c'est vraiment de faire de l'enseignement un élément vital du redémarrage économique. Voilà. Il n'y a pas assez de valeur donnée à la formation en France par rapport à ce qu'on observe à l'étranger. C'est l'occasion, c'est la bonne occasion pour affirmer et montrer que la formation, c'est l'élément du redémarrage économique. Et donc revaloriser aussi la fonction de l'enseignant, de son statut, des intervenants, et mieux les former peut-être?
Oui, oui, tout ça, effectivement, tout ça n'est pas assez valorisé. C'est le bon moment pour le faire. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis. Désolé, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Il y en avait vraiment beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur la conférence des grandes écoles et voir toute la documentation, vous pouvez aller sur leur site cge.asso.fr. Vous pouvez revoir l'émission replay sur la chaîne demain, la semaine prochaine et bien sûr sur notre compte YouTube. Merci à toute l'équipe de réalisation, de préparation de l'émission, à Camille, à Nicolas et surtout un grand merci à Alexis. Et je vous dis à tous à bientôt pour un nouveau jour d'après. Au revoir. Stepping like we three-footed, got me feeling like I'm in my new prime. Let's get it all right, all right. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, have some fun, have some fun tonight.